Nous allons reprendre tout de suite le colloque, mais avant de donner la parole à Stéphane Bacciocchi, je voudrais vous faire une brève annonce sur le programme de demain. Malheureusement, une collègue que nous avions sollicitée ne pourra pas être des nôtres, c'est Elisabeth Nemeth, et donc le programme est un peu bousculé. Et donc, Éric Briand accepte de prendre sa place le matin, en fin de matinée. Nous aurons le même horaire, essentiellement. Peut-être que l'après-midi commencera 14h15. Vous avez vu qu'on avait un quart d'heure de retard. Mais je repréciserai ça demain matin de toute façon. Et puis, tous les exposés, si les participants et les intervenants l'acceptent, seront décalés vers le haut. Et comme ça, nous finirons un peu plus tôt. Et c'est un vendredi après-midi. Bon, on peut imaginer que ce sera plutôt un gain qu'une tragédie. En tout cas, si tous nos collègues acceptent d'intervenir 45 minutes auparavant dans l'après-midi, c'est-à-dire de prendre successivement Pierre Birnbaum la place d'Éric Briand, Pierre de Meulenard la place de Pierre Birnbaum, etc., et Jean-Louis Fabiani celle de Pierre de Meulenard, et moi-même je conclurai un peu plus tard. C'est demain. C'est demain. C'est pour demain, oui. Puisque l'absence d'Elisabeth Nemeth peut nous conduire à introduire une souplesse, de faire émerger une règle. Les règles de la méthode des colloques peuvent être émergentes. Voilà. Donc je donne la parole à Stéphane Bacciocchi de l'École des hautes études en sciences sociales sur la question de la religion. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Octavo P2 bis 89, telle est la cote attribuée en 1912 à l'exemplaire original des formes élémentaires de la vie religieuse au moment de son dépôt légal à la Bibliothèque nationale de France. Il est facile de s'entendre sur le format de l'ouvrage et la description matérielle de l'imprimé. En revanche, on pourrait s'interroger sur les raisons de son classement en P2 bis, histoire de l'Océanie, Australie, et non pas, par exemple, mythologie, histoire des religions non chrétiennes, HARM, comme sur les rayonnages de la bibliothèque de l'école normale. À la bibliothèque de l'Université de Chicago, les exemplaires des éditions et des traductions successives des formes s'accumulent depuis 1912 au rayon religion, généralité. L'hypothèse qui vient à l'esprit est celle du bibliothécaire anonyme. Dans L'homme sans qualité, le beau livre de Robert Musil, un bibliothécaire explique que pour s'orienter au milieu de toute la littérature qui lui est confiée, il se doit d'en prendre une vue d'ensemble, à l'échelle de la bibliothèque tout entière. Pour cela, il s'astreint à la seule lecture des titres, des tables des matières et surtout des catalogues. En pratique, cela permet de tenir compte de l'intégralité du fond pour décider d'une place pertinente où ranger chaque pièce ajoutée. Avec son sous-titre, le système totémique, et sa carte ethnographique de l'Australie, l'ouvrage de Durkheim avait une place toute trouvée en P2 bis. Cette série procède de la refonte et de la spécialisation géographique de l'ancienne cotation P, où se trouvait regroupé tout ce que les érudits et savants avaient pu observer de curieux et d'intéressant à travers le monde extra-européen. Elle débute avec quelques grands formats in quarto, de récits d'exploration océaniens publiés à la fin du XVIIIe siècle, puis s'enrichit progressivement, à partir des années 1830, de récits missionnaires, de travaux géographiques, linguistiques, folkloriques et ethnographiques. En suivant ainsi les numéros d'ordre dans la cotation, on en arrive au constat que l'ouvrage de Durkheim est rangé parmi les travaux ethnographiques qui sont aussi ses sources principales. De ce point de vue, la cotation opère un rapprochement pertinent. En effet, la majorité des textes cités et près des 3/4 des citations des formes élémentaires vont à des enquêtes ethnographiques que l'on distingue, d'une part, des textes relevant de l'étude comparée des religions, et de l'autre, des textes plus généraux classés ici par discipline. Ce tableau des sources et références montre que les trois corpus diffèrent par leur poids relatif, mais aussi par leur ancienneté et leur provenance. Les références ethnographiques ont une date d'édition moyenne, 1903, plus récente que celle qui relève de l'étude comparée des religions, 1898, et des références généralistes, 1890. Les trois corpus sont de provenance différente. Les matériaux ethnographiques ont été essentiellement édités, sinon produits, au Royaume-Uni, en Australie et aux États-Unis. Le corpus de religion comparée est britannique, français et allemand, tandis que les références plus générales sont presque exclusivement françaises et allemandes. Le conservateur adjoint à la Bibliothèque nationale, Georges-Alfred Baringer, n'est sans doute pas étranger au choix du P2 bis.
C'est un fin connaisseur du domaine. Il achève en 1912 un catalogue méthodique de l'histoire de l'Océanie, offrant une vue d'ensemble saisissante et très complète pour qui voudrait interroger l'intégration des formes élémentaires parmi les travaux ethnographiques australiens. Durkheim disait qu'il n'en connaissait guère qui ne soit explicatif en même temps que descriptif. Sur ce point, le constat et l'interrogation de Claude Lévi-Strauss sont bien connus. Vis-à-vis de l'ethnographie, l'attitude de Durkheim et de ses collaborateurs s'est transformée entre 1892 et 1912. Comment expliquer cette conversion? Pour tâcher d'y répondre, et aussi pour vous remercier de l'invitation qui nous est faite de travailler sur l'environnement intellectuel et scientifique du Collège de France, je m'attacherai ici plus particulièrement aux différents contours de la chaire d'histoire des religions dans leur rapport à la sociologie religieuse, telle qu'elle s'élabore au sein de l'année sociologique. Étroitement liées, les deux histoires achoppent sur la question des sources ethnographiques. Pour le dire d'un mot, la fameuse conversion à l'ethnographie fut aussi une manière de contourner, sinon de saper, les ancrages théologiques et confessionnels de l'histoire des religions. S'agissant de la chaire d'histoire des religions du Collège de France, sur laquelle plusieurs interventions ont déjà porté ici même, je me contenterai de rappeler que sa fondation en 1879 fut accompagnée de celle de la Revue d'histoire des religions, 1880, et suivie, en 1886, de la création de la 5e section de l'École pratique des hautes études, section des sciences religieuses. Théologien de formation, l'ex-pasteur réformé de l'église wallonne de Rotterdam, Albert Réville, fut le premier à occuper cette chaire et à présider, sa vie durant, la section des sciences religieuses, tandis que son fils Jean, lui aussi pasteur, dirigeait la Revue de l'histoire des religions, tout en enseignant à la faculté de théologie protestante de Paris, de 1894 à 1906-7, date à laquelle il succède à son père au Collège de France. Quand on sait que le secrétariat de la Revue était installé au Collège de France, que les premiers locaux affectés à la 5e section furent la salle des actes et le secrétariat de la faculté de théologie catholique expulsé de la Sorbonne en 1885, on a là les premiers points de repère de ce qui constitue l'environnement au sein duquel la chaire d'histoire des religions s'est forgée une physionomie particulière durant ses 20 premières années d'existence. Pour en prendre la mesure, il suffit de parcourir le catalogue de la bibliothèque d'Albert Réville, mis en vente quelques mois après son décès à Paris, en octobre 1906. Le document dressé par les commissaires-priseurs est précieux. Il donne accès à la culture livresque d'un théologien versé dans l'érudition historique, une figure typique du monde des sciences religieuses. Les 2/3 des ouvrages et brochures, soit 700 titres, sont consacrés à l'exégèse biblique, à l'histoire des religions, aux langues et aux littératures de l'Orient. Le tout est vendu en lot, sans que l'on puisse en connaître le détail. Pour le reste, aux côtés du dictionnaire historique et critique de Pierre Bayle, Rotterdam 1697, on trouve de nombreux ouvrages et impressions des XVIIe, XVIIIe siècles que l'on peut ranger au rayon des Lumières européennes. Géographie, histoire politique et religieuse ancienne et moderne, récits de voyages, de découvertes et de conquêtes. C'est là un premier socle d'érudition critique que complètent les travaux du XIXe siècle. La connotation confessionnelle est évidente, cela est sans surprise. Vie de Jésus de David Strauss, traduction nouvelle de la Bible par Reuss, 10 volumes, travaux d'histoire religieuse de Chantepie, de Thiel et bien sûr Von Arnac. Pour la France, je retiendrai les collections complètes du Bulletin de la Société de l'histoire du protestantisme français, de la Revue de l'histoire des religions, évidemment, de la Bibliothèque de l'École des hautes études, du Musée Guimet, de la Revue historique, de l'année psychologique et de l'année sociologique. Ces collections de périodiques désignent très précisément, pour l'espace parisien, les réseaux de collaboration et de discussion au sein desquels Albert Réville a déployé ses activités savantes et, de fait, inscrit les contours de sa chaire d'histoire des religions. Retenons ici la consistance et la profondeur historique du corpus protestant libéral sur lequel elle s'est édifiée. Dans sa leçon d'ouverture, prononcée un mois après la vente de la bibliothèque de son père, Jean Réville rappelle en effet que l'intitulé de cette chaire du Collège de France n'est pas « Histoire de la religion », ni « Mythologie comparée », ni même « Histoire comparée des religions ». L'objet privilégié de l'histoire des religions est l'histoire des origines et de la formation du christianisme, c'est-à-dire l'histoire religieuse du monde antique tout entier, telle qu'elle s'est déroulée autour du bassin oriental de la Méditerranée. Poursuivant son travail de délimitation, il pose par deux fois que les observations extérieures ne peuvent rendre compte de l'histoire des religions, que c'est dans l'âme humaine qu'il faut chercher l'explication dernière et véritable des phénomènes religieux. Libre croyant, comme il se définissait, il parle de divination pour saisir la signification interne de ces phénomènes. Au même moment, dans l'amphithéâtre situé dans la rue d'en face, Émile Durkheim enseigne une perspective diamétralement opposée.
Il enjoint ses étudiants et autres auditeurs à prendre des faits religieux une vue extérieure et à se débarrasser des notions que, de par toute notre éducation, nous avons sur la religion. Ce cours en Sorbonne de 1907, partiellement transcrit par un auditeur sous le titre « La religion origine » et plus vraisemblablement intitulé « La religion du clan, totémisme », est une version entièrement renouvelée de celui inauguré à Bordeaux en 1894-1895. On sait, par les registres d'empreintes de la bibliothèque universitaire, que les deux versions bordelaises de ce cours étaient fondées sur un corpus hétérogène de sources ethnographiques, puisées en troisième ou quatrième main dans les travaux encyclopédiques d'Edward Taylor ou de Theodore Weitz, ceux-là même que Réville père avait dépouillé pour écrire ses 2 volumes sur les religions des peuples non civilisés, en 1883. Mars. Le matériau alors disponible pouvait laisser perplexe, comme l'indique Theodore Weitz lui-même, à propos des rares textes qu'il avait pu rassembler sur les usages religieux des Australiens. La citation se trouve au tome 3 du 6e volume de sa monumentale Anthropologie des peuples naturels, 1872, page 696. Si tout ce qui nous est rapporté est étonnamment lacunaire et embrouillé, cela est moins dû à, par hypothèse, la nature de nos sources, que bien davantage à la nature des représentations mêmes dont nos sources sont censées nous rendre compte. Ces représentations sont arides et floues, et, comme chez tous les peuples naturels, elles n'obéissent à aucune régularité d'aspect et ne sont pas générales. Du point de vue documentaire, la situation était bien différente en 1907, et le nouveau cours de Durkheim pouvait désormais se fonder, en seconde main, sur des sources ethnographiques d'une toute autre qualité, moins arides et moins floues, si l'on veut retourner l'hypothèse de Weitz, et faire porter la charge critique aux observateurs plutôt qu'aux indigènes. La question de la compréhension restait néanmoins entière, ce qui explique la position de méthode de Durkheim. Nous ne savons pas ce que sont les phénomènes religieux. Les notions que nous avons pu en acquérir au hasard de nos expériences, comme spectateurs ou comme acteurs, méritent d'être considérées comme aussi suspectes et aussi radicalement insuffisantes que celles que les hommes possédaient de la matière avant la constitution des sciences physiques. Avec un tel programme de recherche scientifique entièrement consacré à démêler les différentes facettes des matériaux ethnographiques fraîchement venus d'Amérique du Nord et d'Australie, on était littéralement aux antipodes du contenu et des contours de la chaire d'histoire des religions, tels que les Réville avaient pu les définir, en les travaillant, pour ainsi dire, de l'intérieur. Par ailleurs, la référence à la science physique, c'est-à-dire la science avec un grand S, la science expérimentale, est intéressante pour comprendre la situation nouvelle depuis laquelle la sociologie religieuse entendait se prendre place. Fin observateur, Peggy nous en indique le chemin, non sans ironiser sur les prétentions scientifiques des sociologues qui travaillent à la Sorbonne, au bout de la galerie des sciences, escalier E, au premier étage. Comme on peut le voir sur le détail du plan de la Sorbonne rénové, la 5e section de l'EPHE est en effet installée depuis 1900 au premier étage où se trouvait auparavant une partie du service de la botanique. Le petit amphithéâtre, la salle de conférence et le cabinet de travail qui lui sont dédiés s'insèrent dans un très riche environnement fait de salles d'expérimentation, d'instrumentation et de travaux pratiques, en tout genre. On en compte plus de 100. Il faut parcourir les plans de l'architecte Nénaud pour se figurer à quel point cette Sorbonne nouvelle fut conçue comme un immense dispositif dédié à l'enseignement scientifique et aux pratiques de laboratoire. L'école pratique s'y trouve pleinement intégrée, ce qui ne fut sans doute pas sans conséquence sur la formation et les ambitions scientifiques des jeunes générations. En 1901, patronnés par l'indologue Sylvain Lévy, Henri Hubert et Marcel Mauss, tous deux anciens élèves de l'EPHE, s'y voient confier une charge d'enseignement et de recherche. Le premier, à partir de juillet, avec une maîtrise de conférence nouvellement intitulée « Religion primitive de l'Europe », le second, en décembre, avec celle intitulée « Religion des peuples non civilisés ». À peine trentenaires, ils y développent des perspectives et des travaux de recherche qui très vite apparaissent originaux aux yeux de leurs collègues. Leur insertion dans le petit monde de l'histoire science des religions est complète. L'un et l'autre collaborent à la revue d'histoire des religions et à l'annuaire de la 5e section, auquel ils donnent chacun un de leurs textes majeurs. L'origine des pouvoirs magiques dans les sociétés australiennes, pour Mauss en 1903, étude sommaire de la représentation du temps dans la religion et la magie, pour Hubert l'année suivante. Trop peu cité, le sous-titre de texte de Mauss, Étude analytique et critique de documents ethnographiques, livre une partie du secret de la créativité scientifique des deux principaux collaborateurs de la section Sociologie religieuse de l'année. Ce texte, sur l'initiation des apprentis sorciers aborigènes, se présente en effet comme l'occasion, sans doute trop rare, de dévoiler le travail de fond, quasi invisible, mené dans la petite salle de conférence numéro 64. Dans les pages qui vont suivre, nous voudrions surtout donner un spécimen du travail critique auquel nous nous livrons régulièrement depuis plusieurs années dans l'une de nos conférences. Ce travail critique a pour but de dégager
et la valeur du témoignage de l'auteur et la portée sociologique du fait enregistré. La citation est à rapprocher d'une autre. La citation est à rapprocher d'une autre, antérieure, qui annonce l'apparition du premier volume de l'année sociologique dans les archives internationales d'ethnographie, publiées à Leiden, Paris, Leipzig et Londres. On y lit l'engagement pris et tenu sur une quinzaine d'années de rendre compte de l'actualité des travaux de première main et, éventuellement, mais ce sera un quasi-échec, de les aiguillonner par une saine critique sociologique. Ce travail d'analyse critique fut massif. Il était, on le sait, la raison d'être et au cœur de la division du travail collectif de l'année sociologique. Il fallait, à l'échelle internationale, repérer les parutions nouvelles, obtenir les exemplaires auprès des éditeurs, puis, en France, entre Bordeaux, Paris, Toulouse et Montpellier, se répartir les ouvrages à recenser, discuter de leur contenu et les assigner aux différentes rubriques. La nomenclature devait sans cesse être maniée afin de tenir compte des progrès de l'analyse sociologique proprement dite, mais aussi, on l'oublie trop souvent, des ouvrages recensés. La prise en compte de travaux ethnographiques de plus en plus sophistiqués et nombreux décida ainsi de changements essentiels dans la classification, sur l'intitulé des rubriques et leur hiérarchie. Les lettres de Durkheim à Hubert donnent une idée relativement précise de ce travail, même si la correspondance publiée a malheureusement laissé de côté les lettres les plus bibliographiques, notamment les commandes de livres. En 1900, Durkheim assurait avoir écrit plus de 200 lettres d'éditeurs, sans compter les envois de mandat poste. Sur les 1767 analyses publiées dans la première série de l'année sociologique, 699, soit 40%, l'ont été dans la section sociologie religieuse. Ces recensions, pour l'essentiel rédigées par Mauss et Hubert, couvrent 659 livres imprimés et 145 articles. Pris ensemble, recensions et ouvrages recensés font corpus. Ils fournissent, comme l'écrit Mauss, les matériaux d'une chronique, de la science des religions et de l'ethnographie en train de se faire. Et ce, à l'échelle mondiale. C'est-à-dire en Europe occidentale et secondairement sur la côte est nord-américaine. Le travail d'analyse empruntait à deux registres. D'une part, celui de la critique méthodique des sources et son triptyque, heuristique, critique d'érudition, critique interne, tel que communément pratiqué au sein de la section des sciences historiques et philologiques. D'autre part, celui de la critique disciplinaire, tel que pratiqué au sein des revues nouvellement venues dans tel ou tel champ scientifique ou philosophique, l'année sociologique n'étant qu'un exemple particulièrement radical du genre. Appliquée à grande échelle, de manière coordonnée, la combinaison de ces deux registres fut féconde et même décisive pour l'élaboration d'une sociologie religieuse. Elle permit d'identifier des matériaux nouveaux, d'en dégager la qualité historique ou ethnographique et d'en proposer une classification analytique. En 1904, la longue introduction de Hubert à la traduction du Manuel d'histoire des religions de Chantepie résume l'état de la réflexion du petit groupe de travail de la 5e section, gravitant autour de Lévy, Mauss et de lui-même. 1. La science des religions doit étudier les faits religieux avant d'étudier la religion. 2. Les faits religieux s'inscrivent dans 4 séries: mouvement, représentation, morphologie et faits de composition. Jean Réville craignait d'y voir un véritable manifeste de l'école sociologique en matière d'histoire des religions, le loup dans la bergerie, pour ainsi dire. Il est vrai que le travail d'analyse critique avait pris une ampleur considérable et une tournure décapante. Hubert et Mauss, bientôt rejoints par Hertz, n'avaient de cesse de traquer ce qu'ils nomment les résidus théologiques, que ce soit dans l'exposition des faits ou celle des théories. Ce faisant, ils s'attaquaient frontalement à l'un des noyaux durs de la science des religieux. En effet, en distinguant sur la carte les auteurs théologiens de formation ou de profession, manière Réville, avec leur bibliothèque, on comprend que ce travail critique fut particulièrement important sur les ouvrages d'auteurs de langue allemande, tant protestants que catholiques ou juifs. Nous sommes là, comme le montre le tracé des contours suivant des lignes de densité décroissantes, au cœur du corpus de référence. Un seul exemple, je cite. Pour expliquer le sacrifice, on commence par postuler le Dieu avant de savoir si le postulat est nécessaire. Et l'on est alors gêné pour comprendre l'efficacité propre du rite. Je vous épargne ici le florilège des notations plus ou moins ironiques sur les préjugés confessionnels des auteurs recensés, sur leurs préoccupations apologétiques. Ils sont généralement jugés incompatibles avec les attendus de la sociologie religieuse, ou même, ce qui intéresse plus directement Hubert et Mauss, avec l'exposé de matériaux historiques ou ethnographiques de qualité. Si le centre de gravité du corpus est allemand, avec son noyau de théologiens et un fort ancrage dans les mondes de l'exégèse, de la philologie et de l'histoire des origines et du développement du christianisme, il ne s'y réduit évidemment pas. Londres, Paris et Leiden ont aussi leur importance.
Sur la carte affichée, j'ai figuré, avec celle des théologiens, deux autres empreintes caractéristiques du patchwork avec lequel doit composer la sociologie religieuse. En jaune, ce que je nommerais volontiers le réseau des orientalistes, dont Sylvain Lévy est une figure majeure. Formé à Paris, son élève Mauss ira se perfectionner à Leiden, Londres et Oxford, ce qui décrit approximativement la zone la plus dense de ce réseau savant, auquel la sociologie religieuse s'est largement adossée pour l'analyse du rituel. En vert, avec deux forts points d'ancrage à Paris et Londres, et des contours pointillés aux périphéries de l'Europe, Édimbourg, Christiana, Alger et Palerme, ce sont les mondes du folklore, dont il faudra encore tracer les frontières intérieures. On sait que Huber et Hertz s'y intéressaient tout particulièrement. Il ne s'agit là que de points de repère. Ils permettent néanmoins de mieux situer le corpus de sources ethnographiques sur lequel la sociologie religieuse va faire fond. J'ai indiqué en rouge les lieux d'édition des travaux ethnographiques au sens strict du terme. Ils représentent, sur l'ensemble de la période considérée, 25% de l'ensemble du corpus analysé, soit 159 ouvrages. La carte qu'il me reste à dresser est celle des terrains d'enquête dont ils rendent compte. On devine que l'on fera ainsi apparaître les zones de conquête scientifique des différentes colonies européennes. En attendant, deux observations générales sont possibles. D'une part, à l'échelle européenne, ces ethnographies sont enchâssées dans les différentes zones que nous avons distinguées. Une observation plus fine montrerait que le recouvrement est pour l'essentiel le fait des ethnographes missionnaires qui, de retour au pays ou pas, publient leurs travaux dans leur réseau confessionnel ou localité d'origine. D'autre part, le centre de gravité de ces publications n'est plus en Allemagne, mais à Londres, avec une extension plus à l'ouest encore, à New York ou Washington, là où se fabriquent les formidables monographies du Bureau d'ethnologie américaine, si chères à Lévi-Strauss. Le décalage par rapport à la zone des théologiens et des mondes de la science des religions allemandes est tangible. Voilà le monde des théologiens, voilà le déplacement. Est tangible. Il s'agit à la fois d'un déplacement de l'espace d'attention des Durkheimiens au début des années 1900, mais aussi d'un mouvement plus large lié aux circulations internationales. Tous deux formés dans les universités allemandes, le philologue et orientaliste Max Müller devient professeur à Oxford en 1850, tandis que l'anthropologue Franz Boas quitte définitivement sa Westphalie natale pour émigrer aux États-Unis en 1887. Contemplant le vaste tableau bibliographique tel que dressé par l'année sociologique, Durkheim pouvait constater, en 1907, le fait que la religion est de plus en plus l'objet de recherches historiques et scientifiques. Cela attestait, selon lui, la dissolution d'une forme religieuse qui s'était constituée et organisée dans les sociétés européennes au cours du Moyen Âge. Cependant, ce phénomène de longue durée était localement et socialement différencié. À Paris, si les indices de la pratique catholique faiblissent sur la période considérée tandis que se multiplient les convois civils, il faut remarquer que l'Ouest parisien, tout comme les 6e et 7e arrondissements, demeurent plus fidèlement conformistes. Cela recouvre la carte des loyers parisiens et aussi celle des pratiques charitables ou philanthropiques. Et cela constitue, me semble-t-il, un élément de contexte et de morphologie qu'il faut prendre en considération lorsqu'on examine l'écologie parisienne des petits mondes sociaux qui nous occupent. Gardons cela en arrière-plan. En 1907, donc, le jeune champion de l'année sociologique, Marcel Mauss, candidate à la chaire d'histoire des religions. Très inséré dans le petit monde de l'EPHE dont il maîtrise, nous l'avons vu, les codes et techniques intellectuelles en matière de sciences historiques et philologiques, il est particulièrement bien placé et informé pour connaître les contours locaux de cette chaire, ainsi que l'environnement international dans lequel elle prend place. En France, le contexte de séparation des églises et de l'État a ouvert une nouvelle époque dans la laïcisation des espaces publics. Durkheim, qui fut très engagé dans cette histoire politique, connaît le rôle qu'y ont joué les protestants libéraux par leur participation active et reconnue au développement d'un enseignement supérieur en matière d'histoire des religions, en premier lieu la chaire du Collège de France. Aussi, lorsqu'Albert Réville décède et que son fils Jean se porte candidat à sa succession, Mauss ne peut raisonnablement prétendre qu'à la seconde ligne, face à celui qui se présente comme le gardien du temple. En 1909, avec le décès précoce du fils Réville, un an après son élection, la situation est apparemment plus ouverte. Sylvain Lévy est à nouveau en position de patronner Mauss. C'est un très fin connaisseur de l'histoire somme toute récente de cette chaire et de ce que nos sociologues durkheimiens appelleraient volontiers les résidus théologiques ou les préjugés confessionnels attachés à la définition de son objet. Dans l'un des deux rapports de préfiguration de la chaire, en 1879, celui resté anonyme, on peut par exemple le lire. Les phénomènes qui constituent les religions primitives, les religions des peuples sauvages, devront être abandonnés à l'ethnographie ou à l'anthropologie. L'histoire des religions, pour prendre le caractère d'une science, devra concentrer ses efforts sur les organismes plus développés, dont on a pu suivre et noter les évolutions. Tout cela pouvait évidemment faire obstacle à une candidature portée par des sociologues qui, nous l'avons vu,
se sont méthodiquement appliqués à saper ce genre d'édifice historiographique. Et cela explique la ligne de conduite de Sylvain Lévy dans son rapport de présentation. Le collège est appelé pour la première fois à discuter l'orientation de la chaire actuellement vacante. M. Albert Réville, le premier titulaire, avait été désigné par le ministre. Son successeur, M. Jean Réville, prolongeait en quelque sorte l'enseignement paternel. Y a-t-il lieu aujourd'hui de maintenir au collège l'histoire des religions? M. Lévy ne le croit pas. L'élection de 1909 est particulièrement bien documentée. Les sources sont multiples, offrant des points de vue variés. On dispose par exemple des notes prises au jour le jour par Loisy lors de sa tournée de visite en novembre 1908, mais aussi des correspondances, billets pneumatiques échangés au sein des salons parisiens qui se sont beaucoup intéressés aux destinées de l'ex-abbé, mis à l'index en 1903 et excommunié en mars 1908. Le croisement de toutes ces sources faites de rumeurs et d'indiscrétions diverses permet de reconstituer à peu près intégralement les tours de vote et finalement de percer une partie du secret des délibérations. J'ai ordonné les lignes du tableau, non pas suivant l'ordre alphabétique des professeurs, mais suivant l'ordre dans lequel ils sont énumérés en tête du procès-verbal. C'est un indice précieux. Il pointe un arrangement spatial, sans aucun doute, la place occupée par chacun autour de la table des délibérations. Le tableau montre que les soutiens de Mauss, en rouge, se sont tous ralliés à ceux de Loisy, en noir, à l'exception de l'historien des sciences dont on a parlé, Wirouboff, qui estimait, je cite une de ses lettres privées à Loisy, que pour faire l'histoire des religions, la première, l'indispensable condition est de n'en avoir aucune soi-même. Il s'est donc abstenu au 5e et dernier tour de vote qui décide de l'élection de Loisy. Les soutiens de Mauss et de Loisy, à la différence de leurs concurrents en bleu, sont moins âgés, plus nouveaux dans l'institution, et lorsqu'ils y ont eu accès, moins hauts dans l'ordre de la Légion d'honneur, les trois variables étant fortement corrélées. Les rouges et noirs, appelons-les ainsi, ont encore en commun d'être très liés à l'EPHE, tandis que leurs concurrents, parfois qualifiés de bloc catholique dans les salons républicains, qui ont appuyé la candidature de Loisy, sont très liés à l'Institut, et plus particulièrement à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Voilà une ligne de partage à retenir, avec d'un côté les sciences historiques et philologiques, et de l'autre les inscriptions et belles-lettres. De ce point de vue disciplinaire, nous avons la chance de posséder un volume de mélange offert l'année suivante à Louis Havet. Il est intitulé, de manière paradigmatique, Linguistique et philologie, 1910. Sur les 13 contributeurs du Collège de France, 12 font partie du camp Mauss-Loisy. Ces deux ensembles contrastés de caractéristiques esquissent une sociologie que l'on peut inscrire dans l'espace parisien, où, me semble-t-il, elle prend sens. Elle éclaire en outre quelques dimensions de cette élection autrement difficiles à démêler. Comme le montre la carte parisienne des soutiens de chacun des trois camps, les bleus, les rouges et les noirs, leur forme de distribution spatiale diffère, avec d'un côté les bleus, polarisés sur le quartier Saint-Thomas d'Aquin et présents dans les quartiers de l'ouest parisien, et de l'autre, les rouges et noirs, agglomérés autour de la Sorbonne. Georges Renard faisant ici figure d'excentrique en résidant dans le 3e arrondissement, à proximité du Conservatoire des Arts et Métiers. Au centre, la ligne de partage entre les bleus de l'Ouest et les rouges et noirs de l'Est est facile à mémoriser. C'est une droite qui va de l'Institut catholique à l'Institut de France. Je n'insiste pas plus sur ce partage entre côté bleu les soutiens plus âgés localisés dans les quartiers les plus huppés et les plus conformistes, et côté rouge et noir, ceux plus jeunes agglomérés là où la pratique catholique s'affaisse et où les loyers sont moyens. Retenons simplement que si les soutiens de Mauss ont pu se rallier à ceux de Loisy, c'est sans doute parce que les deux candidatures étaient inscrites dans le même petit monde des sciences religieuses qui avait proliféré dans l'environnement le plus immédiat de la chaire. Comme l'annonçait dès juillet un article de presse local, dans ce milieu-là, il n'est pas à craindre que la nomination de l'un ou de l'autre soulève une guerre de religion. Il est temps de conclure en indiquant quelques prolongements. Je retiendrai 3 points. Tout d'abord, je voudrais attirer votre attention sur la zone centrale parisienne où se fait le partage entre les bleus et les rouges et noirs. Sa description resterait à approfondir, suivant une perspective d'écologie des activités et des publics intellectuels. Les salons, librairies, bibliothèques privées et publiques, maisons d'édition, lieux de conférences, sociétés savantes et autres associations y sont très nombreux et mériteraient d'être soigneusement cartographiés à l'adresse. Cela importe pour saisir les cadres sociaux et les perceptions qui s'y trouvent associées. Prenons le cas de la première réception des formes élémentaires. La première réception des formes élémentaires pour la France. L'essentiel des comptes rendus et des discussions publiques peuvent être localisés dans les limites de cet espace où les questions religieuses et philosophiques importaient beaucoup plus que les questions d'ethnographie australienne. On en trouve un indice
dans le fait que la première réception de l'ouvrage, du vivant de l'auteur, fut sélective. Les parties les plus lues, commentées et citées, en bleu sur le graphique, sont aussi celles où se trouve mobilisé le moins de matériaux ethnographiques, en vert. Ensuite, j'aimerais insister sur l'importance de l'édition critique et de la bibliographie matérielle pour mener un travail sur les sources ethnographiques ou, plus précisément, sur ce qu'il faudrait appeler, suivant cette perspective, les imprimés ethnographiques. Les descriptions qui s'y trouvent relèvent de compositions typographiques sophistiquées, qui associent texte, index, figures, tableaux, schémas, illustrations, photographies, cartes et systèmes d'annotation complexes. Il n'est pas évident, et cela est rarement fait, d'en donner une description complète. Celle-ci est pourtant nécessaire pour saisir, tout au long de la période considérée, les changements de format scientifique. Cela importe aussi pour comprendre comment des pans entiers de la sociologie religieuse s'élaborent. Par exemple, l'analyse du symbolisme et sa sophistication croissante sont directement liées à l'édition critique d'images des symboles de plus en plus étroitement enchâssés dans des descriptions ethnographiques soigneusement transcrites, indexées et localisées. On a un exemple de reproduction vers 1900 de ce que produisent les Américains. Enfin, j'ai essayé de le montrer à propos de la section sociologie religieuse. Il ne serait peut-être pas sans intérêt de prendre une vue d'ensemble sur la bibliothèque de l'année sociologique, soit les 10 555 références bibliographiques qui s'y trouvent analysées ou simplement signalées, mais toujours clairement localisées au sein d'une classification. Quand on sait l'importance de cet instrument de travail collectif dans l'élaboration de la sociologie durkheimienne, on ne peut que regretter l'absence d'une telle édition critique. Elle permettrait, comme le suggère ce dernier graphe, de reconstituer finement comment les différentes sources ethnographiques et historiques analysées pour écrire les formes élémentaires ont été mises en partage au sein du collectif. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous avons beaucoup de matériaux, beaucoup de sujets de discussion possibles. Je vous donne la parole tout de suite.